Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder dans ce cours la modélisation mathématique des courbes qui représente l'un des piliers de la théorie sur laquelle repose la conception et fabrication assistée par ordinateur. La présentation du cours se déroulera selon le plan suivant. D'une façon générale, la CFAO désigne un ensemble d'outils informatifs développés pour faciliter la mise en œuvre d'un produit en apportant des solutions judicieuses à des problèmes de nature diverses, comme par exemple comment modéliser en 3D des idées abstraites pour de nouveaux produits, comment mettre en œuvre des formes constituées par la combinaison booléenne de solides classiques tels que les parallélépipèdes rectangles, les cylindres et les coins des révolutions, les sphères et les tores auxquels il faut adjoindre des surfaces de raccordement, ou encore comment recopier une maquette et réaliser des opérations de reverse engineering. C'est le cas si l'on veut définir un objet matérialisé par une maquette tridimensionnelle, mais qui n'est connu, et encore avec une certaine approximation, que par un réseau de courbes, sections planes ou lignes principales. L'intérieur des mailles d'abord interpolé à la main sur un objet en relief doit être représenté pour être usinable par une expression mathématique. La construction des modèles graphiques qui répondent aux problématiques précédentes peut se faire à l'aide d'opérations mathématiques telles que l'approximation des points à l'aide de primitives linéaires comme segment, triangle, tétraèdre pour construire un modèle polygonal. La deuxième solution consiste en la construction d'un modèle continu sur la base de courbes et de surfaces polynomiales comme Hermite, Bézier, B-spline, NURBS ou implicite en utilisant les blobs surface à squelette. D'une façon générale, les critères à considérer lors du choix d'un modèle de représentation sont nombreux, parmi lesquels on citera la généricité, l'interactivité, la visualisation, la représentation, le raccordement. D'un point de vue pratique, pour représenter les détails fins d'un objet graphique, la solution linéaire polygonale consiste à augmenter le nombre des éléments utilisés pour mieux approximer l'objet. Les avantages de cette approche sont la simplicité conceptuelle et l'optimisation hardware qui est disponible. Cependant, elle a des inconvénients car elle augmente l'espace mémoire requis pour le rendu, le temps de calcul et le nombre de points à manipuler pour modifier la surface. Il est donc avantageux, lorsque c'est possible, d'utiliser les équations mathématiques pour représenter de tels objets graphiques. Après quelques tentatives de représentation à l'aide de fonctions implicites ou fonctions explicites, la représentation universellement employée maintenant est celle des fonctions paramétriques polynomiales qui sera étudiée dans ce chapitre. Si l'on souhaite représenter les courbes d'un objet graphique 2D ou 3D, à l'aide d'équations mathématiques et non une série de traits, on peut faire appel à trois alternatives, notamment utiliser des fonctions explicites de la forme f de x est égal à y, ou utiliser des fonctions implicites f de x, y est égal à 0, ou utiliser des fonctions paramétriques où les coordonnées x, y sont données en fonction du paramètre indépendant t appartenant à l'intervalle 0, 1. Ces formulations peuvent être généralisées pour le cas 3 dimensions en explicitant ces expressions en fonction des trois coordonnées x, y et z. Une manière de représenter une courbe plane en 2D est d'écrire l'équation y est égale à f de x. On a la variable y qui est exprimée en fonction de l'autre variable x. Cette représentation n'est pas nécessairement inversible. Elle ne permet pas de représenter les courbes fermées en une seule équation, comme c'est le cas du cercle où on est obligé d'écrire deux équations pour représenter l'ensemble du cercle. Les courbes explicites dépendent en fait des axes de référence adoptés. On voit sur la diapo deux exemples classiques de courbes décrites par des fonctions explicites. On a l'équation d'une ligne droite, y est égal à mx plus c, et on a l'équation qui décrit la courbe d'une parabole, on a y est égal à x au carré.
En mathématiques, une équation entre différentes variables où une variable n'est pas explicitée en fonction des autres variables est appelée équation implicite. Ainsi, une courbe peut être représentée en 2D sous la forme implicite f de xy est égal à 0. Une fonction implicite représente en fait un test caractérisant les points de l'espace selon leur appartenance à une primitive géométrique. La condition f de xy inférieure à 0 indique que le point xy est à l'intérieur de la primitive. La condition f de xy est égale à 0 montre que le point xy appartient à la frontière de la primitive. Enfin, f de xy supérieur à 0 indique que le point est à l'extérieur de la primitive. À l'aide des fonctions implicites, on peut définir des courbes de niveau. On peut faire des aplatissements, des agrandissements. On peut également définir localement la normale à la courbe, ce qui fait que cette représentation est beaucoup plus intéressante que la représentation explicite qu'on a vue tout à l'heure. Sur la diapo, on voit plusieurs exemples de courbes géométriques représentées sous forme implicite. On a l'équation d'une ellipse, d'un cercle, d'une parabole ou d'une ligne droite. La représentation universellement employée maintenant est celle des fonctions paramétriques qui avaient fait l'objet des travaux d'Isaac Schomburg après 1940, mais sur lesquels l'attention de l'industrie n'avait guère été attirée, car il n'existait pas encore alors de moyens de calcul assez rapides pour justifier une application pratique. Dès 1958, Paul de Castelgio, mathématicien chez Citroën, réalisa des travaux remarquables, mais ceux-ci ne furent publiés sous forme détaillée qu'en 1985, en raison de la discrétion qui était traditionnelle dans cette entreprise. En 1964, James Ferguson de Boeing a publié dans le journal The Association for Computing Machinery une étude sur les surfaces paramétriques basée sur des courbes paramétriques. Les fonctions paramétriques expriment toutes les variables en fonction d'un ou plusieurs paramètres indépendants. Dans le cas d'une courbe 3D, on écrira f de x de u, y de u, z de u, où u est un paramètre indépendant appartenant à l'intervalle unitaire. Dans cette représentation, les points sur la courbe sont définis par un système d'équations définissant x, y et z en fonction de u. La dérivée de la courbe en un point dans la direction de la tangente. Cependant, une distance paramétrique ne correspond pas nécessairement à une distance en 3D. Une courbe paramétrique n'est pas nécessairement polynomiale. C'est le cas notamment de l'équation d'un cercle qui s'écrira sous la forme x de u est égal à r cosinus u, y de u est égal à r sinus u, u appartenant à l'intervalle 0 de pi. Sur la diapo, on voit d'autres équations paramétriques de forme qu'on a vues sous forme explicite ou implicite. C'est le cas de l'ellipse, de la droite ou du cercle. On peut décrire par exemple un segment de droite à partir de deux points P0 et P1 sous forme paramétrique P de U comme suit. P de U est égal à 1 moins U fois P0 plus U fois P1 avec U appartenant à l'intervalle unitaire. Et comme condition en limite, nous avons P de U est égal P de 0 est égal P0 et P de U est égal P de 1 est égal P1. Ces conditions aux limites, comme l'illustre la figure de la diapo, permettent de déterminer les coefficients AX, AY, BX et BY qui donnent les expressions des coordonnées XY du point courant P de U du segment P0, P1. Le cas général pour une courbe 3D de degré 2, donc une courbe quadratique, sera défini par cet ensemble d'équations qui nous donne les coordonnées du point courant de la courbe
P de x, y, z. Donc, x de u se présente sous forme quadratique comme étant ax plus bxu plus cdx, u au carré. Les coefficients ax, bx, cx, ay, by, cy peuvent être calculés à partir des conditions et limites qui sont définies par les points de contrôle. En fait, on utilise rarement des courbes de degrés supérieurs à 3 en raison des problèmes d'oscillation qu'elles introduisent et du contrôle local difficile. Pour représenter une courbe complexe, nous allons plutôt utiliser un enchaînement de courbes simples qu'on va voir plus loin dans ce cours. C'est dans une telle situation qu'il faudra se préoccuper de la dérivée des courbes à ses extrémités, afin d'assurer la continuité dans les enchaînements. Réaliser le lissage d'une courbe discrète consiste à déterminer une fonction continue qui en donne une représentation satisfaisante. La qualité du lissage dépend des méthodes et des contraintes utilisées pour choisir et paramétrer cette fonction. Deux méthodologies différentes sont principalement utilisées, l'approximation et l'interpolation. L'approximation consiste à approcher l'ensemble des points par une courbe, donc la courbe ne passe pas forcément par tous les points. Tandis que l'interpolation consiste à faire passer la courbe par tous les points considérés. La figure qui apparaît sur la diapo illustre des cas de lissage variant de l'interpolation à l'approximation. Le problème d'interpolation de base se définit comme suit. Soit un ensemble de points xi, yi, et on cherche un polynôme p de degré le plus petit possible, tel que p de xi est égal à yi pour tout i allant de 0 jusqu'à n. La résolution du problème d'interpolation se base sur le théorème suivant. Soit x0 jusqu'à x1 des nombres réels, tel que xi est différent de xj pour tout i différent de j. Alors, pour des valeurs y0 jusqu'à yn, il existe un unique polynôme Pn de x de degré inférieur ou égal à n, tel que P de xi est égal à yi pour tout i allant de 0 jusqu'à n. En fait, il existe plusieurs approches pour trouver le polynôme P de x. Nous citons la méthode de Newton, la méthode de Lagrange. Elles sont généralement abordées dans le cours des méthodes numériques. Comme le théorème indique que le polynôme recherché est unique, toutes ces méthodes donneront le même résultat. Cependant, quand le nombre de points augmente, l'ordre du polynôme augmente, et cela engendre des problèmes de stabilité et d'oscillation. D'où la nécessité d'adopter un mode d'interpolation par morceaux, ce qui est très intéressant dans le domaine de la CFAO. On passe maintenant aux courbes d'Hermite. Elles sont inventées par Charles Hermite. Elles dépendent de deux types de données, des points qui sont tous interpolés, comme les points A et B de la figure, et des valeurs de dérivées qui dictent l'allure de la courbe, comme l'illustrent les vecteurs NA et NB de la figure. D'une façon générale, la forme d'une courbe paramétrique polynomiale de degré 3 dans un espace euclidien à 3 dimensions est donnée par 3 polynômes. x de u est égal à ax u3 plus bx u2 plus cx u plus dx. De la même façon, on définit x de u, y de u, z de u, avec u un paramètre indépendant appartenant à l'intervalle unitaire. Le vecteur tangent est calculé simplement par dérivation de chaque composante par rapport au paramètre indépendant u. Au fait, les coefficients AI, BI, CI, DI sont les coefficients algébriques de la courbe d'Hermite. Pour alléger la notation, on peut écrire le système précédent sous une forme vectorielle
où on a désigné par PU le vecteur décrivant le point courant de la courbe d'Hermite. Ce vecteur est défini comme étant égal à AU3 plus BU au carré plus CU plus D. Attention à la notation. On a noté les vecteurs P, A, B, C et D en gras pour indiquer que ce sont des vecteurs. En tenant compte des conditions aux limites, la construction d'une courbe hermitienne peut se faire facilement en résolvant le système vectoriel à 4 équations définies par les équations suivantes. P de 0 est égal à D, P de 1 est égal à A plus B plus C plus D, P' de 0 est égal à C, et P' de 1 qui est égal à 3A plus 2B plus C. On aboutit donc à un système à 4 équations et 4 inconnus vectoriels A, B, C et D. La résolution de ce système d'équations nous permet d'aboutir à l'expression finale du point courant P de U d'une courbe d'Hermite. Cette façon de représenter la courbe est appelée forme géométrique, où les vecteurs P0, P1, P'0, P'1 désignent les coefficients géométriques de P de U. Et les polynômes FIU, donc F1, F2, F3 et F4, sont les fonctions de base des courbes hermitiennes. L'allure de ces fonctions de base est illustrée par la figure de la diapo. On appelle aussi cette courbe spline cubique d'Hermite. Cette courbe permet en fait de construire un polynôme de degré minimal qui permet d'interpoler une fonction en 2 points à partir de ces tangentes. On passe maintenant aux courbes de Bézier. Les courbes de Bézier sont des courbes polynomiales paramétriques inventées par Paul de Castelgio de Citroën et Pierre Bézier de Renault autour des années 1950. Ces courbes ont de nombreuses applications en CFAO, en synthèse d'images et pour le rendu de police de caractères. Mathématiquement, le problème d'approximation d'un ensemble de n plus 1 point PI à l'aide d'une courbe de Bézier revient à construire la courbe P de U, où U appartient à l'intervalle unitaire 0,1, qui est défini comme suit. P de U est égal à la somme de I allant de 0 jusqu'à n de PI FI de U. Les points PI représentent les points de contrôle de la courbe et les fonctions FI de U représentent les fonctions de base qui correspondent en fait au polynôme de Bernstein. La courbe ainsi construite P de U est la moyenne pondérée de tous les points de contrôle dont les coefficients de pondération sont les fonctions FI de U. La courbe est de degré n et interpole les premiers et les derniers points de l'ensemble. Les points P0 jusqu'à Pn représentent les n points plus 1 point de contrôle de la courbe de Bézier de degré n. Un premier constat s'impose ici, c'est que si le nombre de points augmente, le degré de la courbe augmente, ce qui constitue un handicap pour l'exploitation de cette courbe pour les nuages de points denses. Les courbes de Bézier utilisent comme fonction de base les polynômes de Bernstein. BIN de U est égal à CIN fois U à la puissance I fois 1 moins U à la puissance N moins I. Ce sont des fonctions qui ont des propriétés intéressantes de non-négativité, de symétrie, de partition unitaire et d'invariance affine. Si l'ensemble de points à approximer comporte 1 plus 1 élément,
on devra faire appel à des polynômes de degré n. L'ensemble de ces polynômes forme ce qu'on appelle une base de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Sur la diapo, on a représenté deux situations différentes. La première correspond au cas de 2 points. Donc n est égal à 1, on aura deux polynômes de Bernstein de degré 1. Donc B01 et B11 sont représentés par des segments de droite sur l'intervalle unitaire. La deuxième situation correspond au cas où on a 3 points. Donc n est égal à 2. On aura 3 polynômes de Bernstein de degré 2. Donc ce sont des polynômes quadratiques comme le montre la figure. Voyons de près comment on construit progressivement une courbe de Bézier quadratique donc de degré 2. On a 3 points de contrôle P0, P1, P2. Donc on a deux segments P0, P1 et P1, P2. On définit les deux points intermédiaires Q0 et Q1 appartenant aux segments P0, P1 et P2 en utilisant les deux formules suivantes. Q0 est égal à 1 moins U fois P0 plus UP1 et Q1 est égal à 1 moins U fois P1 plus UP2. Ce qui fait qu'à chaque fois on varie le paramètre U, on va avoir la variation de Q0 sur le segment P0, P1 et Q1, il va varier de P1 vers P2. Quand U est égal à 0, Q0 coïncide avec P0 et quand U est égal à 0, Q1 coïncide avec P1. On peut définir le point courant P de U de la courbe Bézier qui appartient au segment Q0, Q1 en utilisant la formule P de U est égal à 1 moins U Q0 plus U Q1. Donc, quand U est égal à 0, on a P de 0 qui coïncide avec Q0. Si on incrémente la valeur de U d'une petite valeur, on va avoir le déplacement de Q0 sur le segment P0, P1 et le déplacement de Q1 sur le segment P de 1, P2. À partir du segment Q0, Q1, on peut prendre le point courant P de U correspondant à la valeur de U utilisée. Si on incrémente encore une fois la valeur de U, on va avoir une nouvelle position de Q0 sur le segment P0, P1. De même pour Q1 sur le segment P1, P2. On a le nouveau segment Q0, Q1 à partir duquel on prendra la valeur du point courant P de U appartenant à la courbe de Bézier. Donc le processus est ainsi poursuivi jusqu'à construire la courbe de Bézier à partir de l'ensemble des points courants P de U construits de la même façon. Comme nous souhaitons la plupart du temps utiliser des courbes de degré 3 afin d'assurer un ordre supérieur de continuité, on devra utiliser 4 points de contrôle. Avec ces 4 points de contrôle, on a n est égal à 3 et les polynômes de Bernstein sont donnés par les expressions de B03, B13, B23 et B33. Connaissant les fonctions de base à utiliser, on peut donner la forme générale d'une courbe de degré 3. Les courbes de Bézier sont construites de façon à ce que le premier et le dernier point soient interpolés, tandis que les autres servent à définir, tout comme pour les courbes hermitiennes, des contraintes de direction de dérivée. En effet, la courbe se trace en partant du point P0, en se dirigeant vers P1 et en arrivant au point P3 selon la direction P2, P3. En général, la courbe ne passe ni par P1 ni par P2. Ces points ne donnent qu'une information de direction. La distance entre P0 et P1 détermine la vitesse de déplacement dans la direction de P1 avant de tourner vers P3. Du point de vue pratique, on peut construire une courbe de Bézier en utilisant différentes méthodes. En utilisant les fonctions de Bernstein,
l'algorithme de Castello ou la méthode matricielle, mais le résultat il est le même. En général, les courbes de Bézier présentent d'excellentes qualités. Cependant, pour maîtriser la forme de courbes ayant des formes complexes, il est nécessaire d'augmenter leur degré et donc le nombre de points de contrôle. Cependant, plus le degré est élevé, moins il est facile d'obtenir une courbe qui reproduit la forme de son polygone de contrôle. La courbe est aussi relativement éloignée de son polygone de contrôle. En outre, le déplacement d'un point de contrôle affecte la courbe de Bézier en entier. Pour éviter ce problème, la solution généralement recommandée est de subdiviser l'ensemble des points de contrôle et donc subdiviser la courbe. Par ailleurs, pour décrire très exactement des courbes comme des cercles, bien qu'on pratique les approximations par les courbes de Bézier soient suffisantes, il faut des degrés de liberté supplémentaires. L'idée est d'ajouter des poids aux points de contrôle, donc ce sont les omégaï dans la formule ci-contre, et adopter une formulation rationnelle. Le dénominateur n'est là que pour normaliser la somme des poids supplémentaires, afin que la courbe soit définie comme une combinaison convexe des points de contrôle. On passe maintenant aux courbes spline. En mathématiques appliquées, une spline ou une B-spline est une fonction définie par morceau par des polynômes. Elle est utilisée aussi bien pour les problèmes d'interpolation que d'approximation. En CFAO, une spline est utilisée généralement pour générer des formes complexes. Bien qu'il soit possible de considérer que les splines sont une généralisation des courbes de Bézier, leur apparition est due aux diverses études sur les courbes spline. Historiquement, le terme spline a été employé par Isaac Jacob Schoenberg pour la première fois en 1946 pour désigner une fonction polynomiale par morceau. Mais les origines de recherche sur les B-splines remontent au XVIIIe siècle aux travaux du mathématicien russe Nikolai Ivanovitch Lobachevsky. Les polynômes constituant une spline doivent se raccorder aux différents points de jonction ainsi que certaines de leurs dérivées. Donc les courbes spline diffèrent des courbes hemmiciennes et des courbes de Bézier puisqu'elles sont composées de plusieurs segments de courbes, ce qui permet d'avoir un contrôle local sur l'allure de la courbe et ceci constitue le point fort des fonctions spline. Ce contrôle est possible puisque chaque segment ne dépend que d'un sous-ensemble de points de contrôle. En fait, le degré d'une courbe spline ne dépend pas du nombre de points de contrôle. Ils sont définis indépendamment. Une particularité intéressante des splines est de permettre l'interpolation d'un ou plusieurs points de contrôle. En outre, et contrairement aux courbes de Bézier, les splines n'interpolent pas nécessairement les points de contrôle aux extrémités, comme le montre la figure. Une spline polynomiale de degré k est la réunion d'un ensemble de courbes polynomiales de degré inférieur ou égal à k, où k est un entier non nul fixé, se raccordant avec une continuité qui peut être différente entre les points de jonction. L'idée est alors de contrôler la forme de ces splines polynomiales avec un nombre optimal de pôles permettant de déformer la spline sans modifier la régularité de raccord aux points de jonction. Pour atteindre cet objectif, nous devons effectuer un changement de base. Nous utiliserons la base des splines ou B-spline. Ainsi, une courbe spline écrite dans la base des splines s'exprime d'une manière semblable à une courbe de Bézier. On y retrouve le principe de combinaison linéaire de fonctions de base ayant comme coefficient les 1 plus 1 points de contrôle. On définit une courbe B-spline non uniforme de degré k comme étant P de U est égal à la somme de I de 0 jusqu'à n de NIK fois PI pour U appartenant à l'intervalle 0, n moins k plus 2. On a ainsi
n plus 1 point de contrôle et l'ordre des polynômes utilisés est k-1. Les NIK sont les fonctions de base des splines ou B-splines définies pour le vecteur nodal T0 jusqu'à Tn plus k plus 1. Les NIK sont définis récursivement à l'aide de l'algorithme de Debourg. Les fonctions de base des splines satisfont les conditions de partition de l'unité. En effet, on a la somme des NIK égale toujours à 1, quelle que soit la valeur du paramètre U. Ainsi, la somme P de U, qui est égale à la somme des NIK de U fois PI, est une combinaison convexe. Tous les coefficients sont positifs et leur somme égale à 1. Ainsi, cette expression satisfait la propriété du convexe Hull. Donc la courbe, elle est inscrite dans l'enveloppe convexe définie par l'ensemble des points de contrôle. Les paramètres TJ sont appelés nœuds. En anglais, c'est nodes. L'ensemble des TI font ce qu'on appelle le vecteur nodal. Ce sont les TI qui font le lien entre la variable paramétrique U et les points de contrôle PI. Si la courbe utilisée pour faire l'approximation est d'ordre K, alors il faudra n plus K plus 1 nœud, où n plus 1 est le nombre de points de contrôle. On définit les TJ de la façon suivante. Donc TJ est égal à 0 si J il est inférieur à K. TJ est égal à J moins K plus 1 si K est inférieur ou égal à J inférieur ou égal à N. TJ est égal à N moins K plus 2 si J est supérieur à N. Notons que pour simplifier les calculs, on peut supposer que U appartient à l'intervalle 0, N-K plus 2, plutôt que de dire que U appartient à l'intervalle unitaire 0, 1, de manière à donner au TJ des positions entières. Par ailleurs, des nœuds ou des points de contrôle répétés ont pour effet d'introduire des discontinuités dans la courbe. Par exemple, pour une courbe de degré 3, un double nœud créera une discontinuité dans la courbure de la courbe. De même, on peut créer des courbes fermées aisément. Chaque segment d'une courbe B-spline de degré K-1 est influencé par seulement K points de contrôle et chaque point de contrôle influence seulement K segments de la courbe. Il est donc possible d'ajouter de nouveaux points sans avoir à modifier complètement l'allure de la courbe. On va illustrer ce qu'on vient de voir comme théorie par un simple exemple. On cherche à calculer P de U pour différentes valeurs de K avec 6 points de contrôle, donc n est égal à 5. Dans un premier temps, il faudra calculer la valeur des TJ pour ensuite évaluer les fonctions de base NIK. On commence par K est égal à 1. Dans ce cas, U doit appartenir à l'intervalle 0,6. On doit calculer cette valeur nodale de TJ. Cela doit se faire avec la relation de base, définition TJ. On trouve les valeurs de TJ suivantes, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cela va nous permettre de calculer les valeurs NI1. Ayant les valeurs de NI1, on va substituer dans l'expression de P de U qui est égale à la somme des NIK fois PI pour I allant de 0 jusqu'à N. Donc K est égal à 1. On voit que P de U, elle est définie par les points PI sur chaque sous-intervalle de U. On passe maintenant à la situation K est égal à 2. Dans ce cas, U doit appartenir à l'intervalle 0,5 et on doit calculer 8 valeurs de TJ. On utilisera la même relation de récurrence qui donne les valeurs de TJ par intervalle. On trouve le vecteur nodal suivant double 0, 1, 2, 3, 4, double 5
Après cela, on peut calculer les fonctions de base NI2, mais il faut d'abord déterminer NI1. NI2 et NI1 vont être calculés récursivement à l'aide de l'algorithme de Boole qu'on a vu précédemment. Donc, en appliquant cet algorithme-là, on peut avoir les NIK qui sont utilisés dans le calcul du point courant P de U, où on peut définir la courbe B-spline par intervalle, et pour k est égal à 2, on va aboutir à une fonction linéaire par morceau. Donc on va avoir, par exemple, sur l'intervalle 0, 1, P de U égale à 1 moins U fois P0 plus UP1. Sur l'intervalle 1, 2, on va avoir 2 moins U fois P1 plus U moins 1 fois P2, etc. Sur la figure ci-contre, on a représenté l'évolution des fonctions de base NIK en fonction du paramètre U. On voit que ces fonctions sont linéaires par morceau sur chaque sous-intervalle. De la même façon, on traitera la situation k est égal à 3. On cherche donc à construire une B-spline quadratique sur la base de 6 points de contrôle. Le paramètre U doit appartenir à l'intervalle 0,4 et on doit évaluer 8 valeurs nodales pour TJ en utilisant la même formule de référence définissant le vecteur nodal TJ. On obtiendra le vecteur 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4. Une fois le vecteur nodal a été calculé, on peut procéder au calcul des fonctions de base NIK récursivement à l'aide de l'algorithme de Boole. On doit calculer dans l'ordre 1, 0, 3, N, 1, 3, N, 2, 3, N, 3, 3, N, 4, 3 et enfin N, 5, 3. Ayant les expressions des fonctions de base, on peut les substituer dans l'expression de la courbe de Bézier qui dit que le point courant P de U est égal à la somme de I allant de 0 jusqu'à 5 de PI NIK de U. On obtient ainsi une définition par intervalle. Sur chaque sous-intervalle, on va avoir une formule quadratique impliquant 3 points de contrôle. Pour rendre les courbes spline plus flexibles et pouvoir décrire très exactement des courbes fermées, comme les cercles, il faut des degrés de liberté supplémentaires. L'idée est d'ajouter des poids au point de contrôle et adopter une formulation rationnelle. On parle alors des NURBS, non-uniform rational B-spline. Le principe des NURBS reprend celui des courbes de Bézier rationnelles. On définit une NURBS de degré k comme le montre la formule ci-contre. Les points PI sont les points de contrôle de la courbe. Les réels HI sont strictement positifs. Ils sont appelés poids et permettent de modifier localement la forme de la courbe spline rationnelle ainsi obtenue sans modifier la position des points de contrôle. Si tous les poids HI sont égaux et valent l'unité, alors la NURBS n'est plus rationnelle, elle dégénère en B-spline. En fait, le dénominateur n'est là que pour normaliser la somme des poids supplémentaires, afin que la courbe soit définie comme étant une combinaison convexe des points de contrôle. La flexibilité de ce modèle a fait que les NURBS sont devenus l'outil standard privilégié en CAO pour représenter les formes les plus complexes, plus encore que les courbes Bézier ou les courbes B-spline classiques. On arrive maintenant à la conclusion de ce chapitre.
On peut dire que dans la littérature, on peut retrouver plusieurs modèles pour décrire une courbe dans l'espace. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Mais en particulier en CFAO, on a besoin de modèles qui assurent à la fois de la généricité, de l'interactivité et offrent une grande flexibilité en termes de visualisation, de représentation et de raccordement. Les courbes paramétriques sont sans doute les plus adoptées et adaptées aux applications de CFAO. Les courbes de Bézier et spline sont les courbes paramétriques les plus utilisées et se basent sur des fonctions de base différentes, celles de Bernstein ou B-spline. Les courbes spline diffèrent des courbes d'Hermite et des courbes de Bézier puisqu'elles sont composées de plusieurs segments de courbes, ce qui permet d'avoir un contrôle local sur l'allure de la courbe. Les formulations rationnelles des courbes de Bézier et spline offrent un avantage supplémentaire. Ils sont beaucoup plus flexibles grâce au poids introduit et permettent de tracer des courbes fermées comme les cercles et aussi permettent de tracer des formes complexes en 2D et en 3D.